Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Éthique et pratique médicale, fondée par Richard Moreau, collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Philippe Niclot, La médecine désincarnée, 2021. Jacques Morna, Choix et médecine, 2021. Philippe Viard, On n'est jamais assez vieux pour faire un mort, repenser les soins pour les personnes dans les services de longue durée, 2021. Justine Dill, Vaccin entre méfiance et adhésion, 2021. Jean-Yves de la CAFFINIERE, 50 ans de pratique chirurgicale. Pensée parallèle, 2021. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard JURTH, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Khadija Charaoui et Antoine Biwa, Corps et traumatisme, théorie et sens de la maladie, 2018. Jean-Yves de la CAFFINIERE, La prise de décision médicale, un art ou une science ? Essai 2019. Élodie Petitjean et Olivier Petitjean dire Histoire de la relation médecin-malade. Analyse autour des concepts d'information, de consentement et d'autonomie du patient, 2018. Philippe Liverneaux, Life Surgery. Alerte sur une pratique médicale dangereuse, 2018. Dr Jean-Marc Israël, L'information du patient en médecine nucléaire. Dire et comprendre, 2018. Dédicace. À ma mère qui n'a jamais douté en mémoire de Demba, un homme juste. Exergue. Ma gratitude va à Marion, Salimata, Mariam, Penda et Aïssata qui m'ont prodigué leurs encouragements, ont relu et amendé le texte, aidé à sa mise en forme. Je remercie mes collègues Corinne, Roxana, Véronica, Victoria, Lamia, Laura, Diana, Sava et Tara, neurologues à l'hôpital de Pontoise. Les idées défendues ici doivent beaucoup à nos discussions, menées pour le bien des malades. Avant-propos. L'exercice médical est désincarné. L'omniprésence du discours scientifique et les changements techniques incessants éloignent inexorablement le médecin du malade. Le modèle hippocratique, vieux de 25 siècles, qui a consacré la médecine comme une science et un art, un savoir autant qu'une pratique, n'est plus. Le savant est devenu un expert, raisonnant sur des certitudes, un technicien corrigeant les processus pathologiques. La médecine humaniste, centrée sur la personne malade, est remplacée par un exercice professionnel limité à l'application de procédures intangibles. L'obsession de la maîtrise des événements, traduite dans la primauté accordée à la prévention, conduit à la planification des soins, en ville comme à l'hôpital. Le contrôle de l'activité par les bien nommées tutelles est toujours plus contraignant. Le formalisme impersonnel de l'éducation thérapeutique remplace l'approfondissement d'une relation qui permettait le bien fondé des choix du malade. Bientôt, l'apprentissage de quelques mécanismes cognitifs suffira au médecin pour annoncer une maladie mortelle ou l'échec d'un traitement. Le malade se passera de celui qui se tenait à ses côtés avant l'apparition de tout savoir scientifique, dont la fonction soignante reposait autant sur son expérience et ses dispositions d'esprit que sur le savoir. Les contradictions d'une époque tiraillée entre un système totalitaire prévoyant dans le moindre détail le parcours de soins, et un libertarisme extrême, glorifiant la faculté de décision d'individus enfin affranchis du pouvoir médical, mettent à mal une conception 2 fois millénaire du soin. La médecine humaniste, cette construction harmonieuse mêlant l'observation clinique et les faits scientifiques, la collégialité médicale et le travail avec les paramédicaux, l'écoute du malade et le respect de sa parole, est aujourd'hui menacée. Les raisons de ce changement peuvent être cherchées dans la sécularisation de notre société, la réduction des solidarités et la montée de l'individualisme.
Mais sans nier l'importance des facteurs extérieurs sur l'exercice d'un métier aussi dépendant des relations humaines, les bouleversements de la pratique médicale survenus dans les 20 dernières années sont prépondérants. Je rappellerai cette évolution et la replacerai dans l'histoire de la médecine occidentale. Le long voyage que médecins et malades ont parcouru pendant 25 siècles éclaire les transformations en cours. Puis je décrirai le monde médical d'aujourd'hui, sans nier ses succès ni masquer ses échecs. Je montrerai sans complaisance les ambivalences de la médecine actuelle, devenue un colosse aux pieds d'argile, toute puissante, mais d'autant plus fragile qu'elle tente à s'éloigner de ses fondements humanistes pour ne s'appuyer que sur les assises de la technique et de la science. J'appuierai mon propos par des exemples choisis parmi les maladies neurologiques que je soigne quotidiennement, les maladies vasculaires, les cancers et les infections, auxquelles tout médecin est confronté. Parce que les conditions d'exercice de la médecine sont devenues déterminantes dans l'évolution de la santé de la population, je décrirai l'organisation du système de santé, ses forces et ses faiblesses. Le monde hospitalier avance à marche forcée vers la normalisation des pratiques soignantes. Je montrerai les conséquences de cette évolution sur l'exercice quotidien. Je décrirai la situation des malades laissés à eux-mêmes face à la maladie, sans l'aide de médecins cantonnés au rôle d'experts et sans l'appui d'un système qui néglige ce qu'il n'a pas prévu. Cette évolution n'est pas inéluctable. Je suis convaincu que l'humanisme reste le fondement de la relation médecin-malade. C'est pourquoi j'emploierai toujours ce mot de malade, dont l'étymologie renvoie à la souffrance. Mettre en avant le mal que subit la personne, c'est dire que la rencontre est au cœur de l'activité médicale, ce dont l'expression de prise en charge, centrée sur les aspects techniques du soin, ne rend pas compte. La rencontre avec le malade nécessite de la part du médecin un questionnement approfondi, un interrogatoire en langage médical, ainsi qu'une écoute attentive et respectueuse. Elle requiert de dépasser l'exercice formel que représente la démarche diagnostique et la mise en œuvre d'un traitement. Il s'agit de répondre aux interrogations du malade. En effet, en plus de comprendre comment la maladie l'a frappé, celui-ci cherche à savoir pourquoi. Cette quête du sens, fondamentale face à une maladie grave, s'avère aussi importante pour la guérison que l'intervention médicale. La maladie n'a pas qu'un impact physique. Elle peut engendrer une souffrance psychologique plus importante encore. Autrefois menace permanente, subie comme une fatalité, elle est aujourd'hui considérée comme prévisible et évitable. Son irruption inattendue est ressentie comme une injustice. Autrefois partie prenante de l'existence, elle est désormais inacceptable. Le temps nécessaire à la guérison, l'incertitude quant à des séquelles éventuelles, contribue à en faire une crise, bouleversant l'existence du malade bien au-delà de ce que peut percevoir le médecin. Signe irréfutable de notre fragilité, elle nous oblige à la sollicitude. C'est dire que la relation entre le médecin et son malade est plus importante que jamais. J'écris pour défendre cette conception de la médecine, aujourd'hui en péril. Les changements en cours ne traduisent pas une dérive qu'il serait possible de corriger par des ajustements dans l'organisation des soins ou la réglementation des activités. Il s'agit d'une transformation complète que ma carrière m'a permis d'observer. Médecin des hôpitaux, j'ai vécu les bouleversements que ceux-ci ont subis depuis 30 ans. Neurologue, j'ai vu ma spécialité passer d'une phase contemplative où les soins restaient symptomatiques, à une période d'activisme thérapeutique souvent justifié, parfois excessif, en même temps que la qualité des évaluations cliniques cédait le pas à une profusion d'examens complémentaires performants. Membre du conseil d'administration d'une société savante, j'ai mesuré l'influence de l'industrie pharmaceutique et l'emprise croissante des organismes étatiques sur la pratique médicale et le discours scientifique. Chef de pôle et membre du directoire, j'ai connu les responsabilités que la nouvelle politique de management public a voulu mettre en œuvre dans les hôpitaux. Chef de service, j'assume tant bien que mal la responsabilité d'une équipe médicale à l'heure des restructurations hospitalières à marche forcée. Sans illusion, je suis revenu à l'essentiel, la relation avec mes malades. Mes certitudes vacillent, les valeurs sur lesquelles j'ai fondé mon engagement dans la médecine sont remises en cause. Ferais-je aujourd'hui le même choix qu'il y a 35 ans, quand j'ai quitté ma ville natale pour Paris, afin d'obtenir la meilleure formation possible pour ce qui me semblait être le plus beau métier du monde ? Je n'en suis plus certain. Ce livre est le récit d'une déception,
un cri d'alarme et un appel pour que l'humanisme médical ne meure pas. 1. Une brève histoire de la médecine. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Hippocrate. Certaines espèces animales développent des interactions sociales où les individus s'enlèvent mutuellement les parasites présents sur leur peau, accomplissant ainsi une fonction d'hygiène non dépourvue d'altruisme. Les primates vivant en société font preuve d'empathie en prenant soin de leurs congénères blessés. L'homme seul cherche continuellement à soulager la souffrance de ses semblables. Comme l'agriculture fournit les aliments aux bien portants, la médecine offre la santé aux malades. Il n'est pas de lieu d'où la médecine soit absente, puisque même les peuples ignorants connaissent des herbes et d'autres remèdes qu'on a sous la main pour soigner les blessures et les maladies. Ces mots de l'historien romain Cels, écrits au 1er siècle, témoignent de la pérennité et de l'universalité de la médecine. Signe du refus de subir le mal et de la volonté d'affronter la souffrance, témoignage de la solidarité des communautés humaines, preuve tangible de l'engagement de l'esprit cherchant les meilleurs remèdes afin d'assurer sa survie. Ainsi apparaît l'entreprise médicale dans toute sa complexité. L'histoire de la médecine est une histoire de la vie. La pensée de la mort conduit l'homme à l'affronter, en invoquant la protection divine ou en agissant par lui-même. Religion et médecine sont ainsi intimement liés dans toutes les civilisations. Chamans, prêtres, médecins, tous ont tenté de guérir, au moins d'atténuer les conséquences de la maladie. La relation entre les croyances et la pratique médicale est propre à chaque culture et s'inscrit dans son histoire. Comprendre l'état actuel de la médecine en France nécessite de décrire le chemin qu'a suivi la médecine occidentale depuis sa naissance. Les changements en cours de l'exercice médical sont mieux appréciés par cette mise en perspective. Les évolutions diagnostiques et thérapeutiques survenues au cours de l'histoire sont un étalon de mesure adéquat pour mesurer les succès récents de la médecine. Enfin, la permanence des grandes questions éthiques et philosophiques permet de relativiser la nouveauté des interrogations actuelles. La réflexion des anciens peut être une aide précieuse pour le médecin sommé de prendre position face aux avancées fulgurantes de la science et de la technique. 1. L'apparition de la médecine clinique. Le temps des médecins. Les tablettes en écriture cunéiforme découvertes à Sumer montrent que le traitement par les plantes, la cure des hémorroïdes et de la cataracte, appelée le nuage de l'œil, était pratiqué près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Pour autant, le savoir accumulé reste empirique. Les médecins traitent uniquement des symptômes. La maladie telle que la conçoit la médecine contemporaine, regroupement de signes expliqués par une cause dûment identifiée, leur est inconnue. En Mésopotamie, le malade est la victime d'une malédiction envoyée par les dieux. La maladie est nécessairement extérieure au sujet. Sa cause et ses effets sont confondus, comme peuvent l'être la flèche occasionnant une blessure et la blessure elle-même. Le médecin s'interroge sur la faute commise par l'homme, qui rend compte de ce qui lui arrive. Il est donc proche du devin, qui interroge les entrailles des bêtes sacrifiées et interprète les rêves, comme du prêtre, qui dévoile la volonté des dieux en lisant dans les astres. Une telle conception n'est guère éloignée de celle mentionnée dans la Bible où le prêtre est seul consulté en cas d'éruption. Quand un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache, et que sur la peau de son corps il y a symptômes de plaie de lèpre, le prêtre le constatera et déclarera l'homme impur. La maladie est signe du péché que Dieu seul peut remettre, accordant ainsi la guérison aux lépreux. Cette conception peut nous sembler archaïque. Pourtant, combien de malades et de familles perçoivent aujourd'hui la maladie comme une punition, le châtiment d'une vie déréglée, la sanction d'excès de toutes sortes. À notre époque de toute puissance médicale, la quête du sens de la maladie demeure et les réponses apportées restent parfois très proches de ces représentations antiques. En Égypte, les médecins font partie des scribes et non de la caste sacerdotale. Toutefois, ils se distinguent encore mal des prêtres, comme le montre la persistance de pratiques divinatoires. Dans la religion égyptienne, les dieux ont une action bienfaisante. Ainsi Thoth aide à la guérison des maladies qui ne sont pas, comme en Mésopotamie, le signe d'une malédiction divine. Le savoir empirique des médecins égyptiens, révélé par plusieurs papyrus de l'Ancien et du Moyen Empire, est considérable. Il existe de nombreux traitements par les plantes des maladies des yeux et de la peau rencontrées sur les bords du Nil,
la réduction des fractures et des luxations comme la trépanation sont déjà pratiquées. Pour autant, les médecins égyptiens n'ont pas un savoir cohérent et organisé. Les maladies ne sont que rarement nommées, les prêtres conservent une place importante dans la guérison grâce à leurs prières. L'interprétation des maladies fait encore appel aux démons, que l'on doit chasser par des incantations autant que par des remèdes. La Grèce des âges obscurs n'a pas une conception différente de la maladie. Dans Oedipe Roi, le mal est infligé par la plus odieuse déesse, la peste porte-feu, même si la supplique du prêtre à Oedipe témoigne qu'une place est accordée à l'homme dans la guérison. Très puissant, très cher Oedipe, tous prosternés nous t'en supplions, trouve-nous un remède, qu'importe qui te l'enseigne, un oracle divin ou un simple mortel, car je sais que souvent sont efficaces aussi les conseils des hommes d'expérience. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que naît réellement la médecine, en même temps qu'apparaissent les règles démocratiques dans la cité, lorsque les croyances aux mythes cèdent la place à l'établissement du droit. La médecine figure en bonne place parmi les arts, technés, que Prométhée apporte aux hommes. Si quelqu'un tombait malade, il n'avait aucun médicament dont manger ou soindre ou boire et faute de remède, périssait avant que je leur enseigne les mixtures d'ingrédients salutaires qui écartent toutes les maladies. Au principe d'isonomie des premiers législateurs établissant l'égalité entre citoyens, répond le principe d'équilibre de la santé mis en avant par Alcméon de Crotone. La maladie survient d'une part du fait d'un excès de chaleur ou de froid, d'une abondance ou d'un manque de nourriture, des causes externes comme certaines qualités des eaux, certains climats, la fatigue ou la violence subie. La bonne santé est le mélange harmonieux des qualités. Progressivement, la pensée médicale se distingue de la philosophie. L'observation raisonnée du corps malade, réagissant au régime proposé par le médecin et au traitement qu'il administre, fonde la connaissance de la nature humaine. La médecine se révèle ainsi comme une technique privilégiée, ayant pour objet l'homme et pour fin le rétablissement de la santé. La médecine hippocratique, entre éthique et savoir. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate de Cos est le premier à élaborer un système médical cohérent, que nous ont transmis les écrits regroupés dans la collection hippocratique. La rationalité hippocratique apparaît en pleine lumière dans le traité sur la maladie sacrée, nom sous lequel était connue l'épilepsie. Alors que ces crises soudaines et violentes, inexplicables, la faisaient considérer comme la conséquence d'une action divine, l'auteur dénie l'intervention des dieux et lui attribue des causes exclusivement naturelles, qu'il est possible de découvrir et de vaincre. Il rejette la médiation de ceux qu'il qualifie de mages, de charlatans ou d'imposteurs, qui se servent de la divinité pour abriter leur ignorance et prescrire des remèdes inefficaces et dangereux. Celui qui est capable, par des purifications et des opérations magiques, d'éloigner une telle affection, celui-là pourrait aussi l'attirer par d'autres artifices, et avec un tel raisonnement, le divin disparaît. Toutes les maladies sont divines et toutes sont humaines. Il n'y en a aucune face à laquelle on soit sans ressources et sans moyens. On ne saurait mieux affirmer la séparation entre médecine et religion ou croyance, et placer la médecine entièrement du côté du savoir à acquérir et de la pratique à maîtriser. Hippocrate formalise le déroulement de la consultation. Le médecin doit d'abord établir l'histoire de la maladie. Ainsi, dans les affections aiguës, se succède l'incubation, la phase de crudité, ou coction c'est-à-dire cuisson, terminée par une crise résolutive, enfin la phase finale d'apostase où l'organisme domine la maladie. L'importance de l'interrogatoire du malade sera soulignée quelques 5 siècles plus tard par Rufus d'Éphèse. Vous serez renseigné sur l'acuité et la grandeur de la maladie, si les phénomènes fâcheux éclatent rapidement tous ensemble, ou si au contraire ils arrivent lentement et successivement. Non seulement le déroulement des faits peut être précisé, mais on apprendra ainsi jusqu'à quel point son esprit est troublé, à travers les réponses à côté ou les propos sans suite du malade, signe du délire, ainsi que le degré de force ou de faiblesse qui rend son élocution laborieuse, la surdité qui altère sa compréhension. L'interrogatoire est déjà le commencement de l'examen. Celui-ci se fait au moyen des 5 sens aidés par la raison. Il s'agit de prendre le corps du malade comme objet d'examen, vue, ouïe, odorat, touche et goût, raison. La vue est le premier des 5 sens à être cité, parce qu'il est celui qui permet le plus d'observation et qu'il est sollicité dès la rencontre avec le malade. L'examen est dit clinique parce que le plus souvent, le malade est allongé, incliné sur un lit.
La posture du corps, la disposition et les mouvements des membres, la respiration, la couleur de la peau, mais aussi la qualité du sommeil, l'aspect et l'expression du visage. D'un seul regard, le médecin embrasse l'état du malade, dans lequel tout fait sens. Telle est la description étonnante de précision du faciès hippocratique, annonciateur d'une mort prochaine. Nez effilé, yeux enfoncés, tempes affaissées, oreilles froides et contractées, lobes des oreilles écartés, peau du front sèche, tendue et aride, teint de l'ensemble du visage jaune ou noir. La maladie est un processus dont le médecin reconstitue l'histoire et suit le déroulement dans le temps. Ayant identifié les stades par lesquels est passé le malade, il est en mesure de prédire l'évolution ultérieure, soit d'établir un pronostic. En prévoyant l'issue des symptômes, il appliquera le meilleur traitement, car on ne peut guérir tous les malades. La notion est capitale, le médecin doit accomplir ce qui est possible. La reconnaissance de ce qui adviendra, mort ou guérison, est primordiale parce qu'elle lui permet d'agir à bon escient, atteignant ainsi le but de la médecine, être utile ou du moins ne pas nuire. À une époque où ce qui survient à l'intérieur du corps humain est invisible et pour longtemps inaccessible, alors que la thérapeutique est balbutiante, la médecine hippocratique est faite d'humilité. Les dizaines de descriptions cliniques du traité sur le pronostic ou des épidémies, si novatrices soient-elles, débouchent sur une leçon de modestie. Le médecin rationaliste grec du 5e siècle dénonce les discours dogmatiques des charlatans et guérisseurs de toutes sortes auxquels il se confronte, pour tenir une parole de prudence. Plus, il est conscient que dans certains cas l'action médicale est sans effet, l'issue de la maladie fatale. Qui s'en souvient à l'époque des chimiothérapies compassionnelles et des réanimations d'attente? Les médecins de l'Antiquité sont conscients des effets incertains, sinon contradictoires, des traitements qu'ils proposent. Tantôt les purgatifs font vomir, et tantôt les vomitifs évacuent par le bas. En un mot, aucune de ces substances n'a une propriété tellement constante que le médecin puisse les ranger dans des catégories toujours identiques. Écrit Rufus d'Éphèse, qui fait appel au vécu des malades pour guider la prescription. S'ils ont l'expérience manifeste de quelques médicaments, cette expérience n'est pas à négliger. En effet, on réussira dans le traitement si on s'enquiert auprès du malade de ce qui lui arrive d'une façon extraordinaire. Nous souvenons-nous de cette ambivalence de l'action médicale? Combien parmi nous savent que le mot pharmakos, dont nous avons tiré pharmacien et pharmacologie, désigne le remède mais aussi le poison? Nous enquérons-nous toujours des effets secondaires des traitements antérieurement administrés à nos malades? Notre époque semble au contraire dévorée par la démesure. La médecine moderne est orgueilleuse au point de ne plus connaître ses limites. Pressés d'agir, nous oublions le principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Traduction de l'impérieuse nécessité de connaître le stade de la maladie et l'état du malade, mais aussi l'historique des traitements reçus et de leur tolérance avant toute prescription. On a pu dire que le corps minutieusement décrit par les médecins hippocratiques et leurs successeurs est dépersonnalisé, et que cette intellectualisation est le premier signe d'une abstraction de la maladie, conduisant à repousser le malade à l'arrière-plan. Est-ce bien le cas? La reconstitution soigneuse de l'histoire particulière du malade, la connaissance de son tempérament, de son lieu de vie, permet au contraire au médecin d'assurer des soins adaptés à celui qui lui fait face. À l'époque romaine, Rufus d'Éphèse ne dit pas autre chose. Je tiens pour très bon de s'informer pour toute chose quelle est la nature de chacun attendu que nous ne sommes pas formés de la même manière. Il n'importe pas moins au médecin d'être versé dans la connaissance des habitudes que dans celle de la nature de chacun. La médecine personnalisée, tant vantée depuis quelques années, n'est pas une nouveauté. Le médecin hippocratique est membre d'une école, comme le prouve le serment qu'il prête, signe de son appartenance à un groupe fondé sur un savoir partagé et non plus sur la seule hérédité des Asclépiades, la famille dont était issu Hippocrate et dont le fondateur légendaire Asclépios était vénéré comme le dieu de la médecine. Cette reconnaissance est importante à une époque où le médecin est itinérant, intervient au domicile des malades, protégé par sa seule réputation, mais reste difficile à distinguer des guérisseurs de toutes sortes qui parcourent les routes. Les connaissances acquises auprès du maître lui donnent une légitimité nouvelle et le font apparaître comme un savant. Les traités hippocratiques décrivent l'esprit qui doit l'animer. Le médecin est le serviteur de l'art. Le malade doit s'opposer à la maladie avec le médecin. La consultation médicale est une relation entre deux personnes.
Le malade lutte avec le médecin contre la maladie, désigné comme un adversaire que l'on combat. On peut juger surannée cette image guerrière, mais elle reste très utilisée dans l'évocation des souffrances du malade, qui accumule les blessures et parfois succombe après une lutte inégale. Pour autant, n'oublions-nous pas trop souvent que nous ne sommes que ses auxiliaires ? Allié du malade, le médecin lui apporte son savoir, son dévouement et sa compréhension. Il ne doit pas revendiquer la première place dans ce qui reste son combat. Le serment mentionne en effet qu'il agit dans le seul intérêt du malade, se refuse à tout acte dangereux et respecte le secret sur ce qu'il pourrait entendre pendant la consultation. 25 siècles plus tard, il est toujours prononcé par les médecins soutenant leur thèse dans les pays de tradition hippocratique, mais il l'est également dans les pays africains de culture francophone, preuve de son universalité. Texte fixant des règles d'exercice communes à ceux qui l'ont professé, ce qu'on appelle aujourd'hui une déontologie. Le serment est aussi le tout premier texte d'éthique médicale. Confronté à l'angoisse, à la souffrance et à la mort, le médecin ne fait pas qu'appliquer des principes et doit sans cesse délibérer pour faire le bon choix avec et pour le malade, signe que la médecine reste un art, c'est-à-dire un savoir-faire, techné, autant qu'une science, épistémé. Certains des préceptes qu'il contient, comme l'interdiction de donner du poison et même de suggérer son emploi, ne vont pas de soi dans la société grecque de l'époque. Le caractère sacré de la vie humaine est un des aspects novateurs du serment qui ne doit pas être oublié. Comment se positionnent aujourd'hui les médecins ? Dans les pays où l'assistance médicale au suicide est légalisée, se souviennent-ils du serment prononcé à l'orée de leur carrière ? Le médecin doit avoir bonne apparence, exercer avec probité et être tempérant, c'est-à-dire maître de soi dans son rapport au malade. Les traités mettent l'accent sur la modestie du discours et les risques d'être contredits par les faits, en particulier lorsque le médecin établit le pronostic de la maladie. Le savoir médical, placé au centre de l'exercice professionnel par Hippocrate, est toujours en question et le médecin sommé de se distinguer des charlatans. Sa sincérité et son honnêteté sont souvent contestées. Aussi doit-il dispenser ses soins également aux riches et aux pauvres, qui le consultent gratuitement. Signe que la santé est déjà considérée dans le Grèce antique comme un bien commun dont la responsabilité relève de l'assemblée citoyenne, les médecins publics apparaissent dans les cités et les médecins militaires dans les armées, où ils doivent autant prévenir les maladies que guérir les blessures. Les médecins publics reçoivent une indemnité versée par la cité, en dédommagement des activités plus lucratives qu'ils délaissent pour soigner les citoyens pauvres. Ainsi deux modes d'exercice médical coexistent, solitaire, soumis aux pérégrinations, au service des individus, publics et collectifs, attachés au service de la cité. La tension entre la médecine libérale, individualiste, où médecins et malades se choisissent, et la médecine collective, où les soins s'adressent à tous sans discrimination et sans choix préalable n'est pas nouvelle, tout comme les différences de revenus et de considération qui en résultent. La théorie des humeurs, une médecine globale. À la période hellénistique, les découvertes anatomiques permises par l'étude des cadavres débouchent sur les premières théories physiologiques du fonctionnement du corps humain. Les médecins alexandrins ouvrent la voie à une conception scientifique de la médecine, dépassant la seule analyse des signes cliniques. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Galien effectue la synthèse harmonieuse de l'ensemble des connaissances médicales. Ses œuvres seront inlassablement recopiées et traduites jusqu'à la Renaissance. C'est lui qui édicte l'adage, jamais démenti, selon lequel la médecine marche sur deux jambes, l'expérience et le raisonnement. S'il reconnaît l'existence de maladies affectant les parties semblables, disséminées dans l'ensemble du corps, comme les nerfs qu'il a remarquablement décrits, et celles affectant un organe en particulier, Galien reste célèbre pour avoir porté à son plus haut point de développement la doctrine des humeurs, progressivement élaborée depuis Hippocrate et qui devait être ressassée jusqu'à l'âge classique. En chaque homme existe un mélange de 4 fluides ou humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Ce mélange est appelé la crase. L'équilibre des humeurs est propre à chacun, c'est l'idiosyncrasie. La prédominance d'une humeur sur les autres crée un déséquilibre ou dyscrasie, à l'origine du tempérament du sujet. Sanguin, phlegmatique, colérique ou mélancolique, les expressions nous sont restées. À chaque saison, du printemps à l'hiver, comme à chaque âge de la vie, de l'enfance à la vieillesse, une humeur prédomine.
Ainsi la bile noire amène la mélancolie, à l'automne comme à l'âge adulte. Il existe donc une continuité entre la santé parfaite, idéal rarement observé, de multiples états intermédiaires changeant avec les saisons et l'âge de la vie, prédisposant aux maladies, et la maladie elle-même. Celle-ci fait suite à un déséquilibre interne des humeurs, dû au changement du climat, température, vent, humidité ou de l'hygiène de vie, alimentation, boisson, activité physique. Les manifestations de la maladie signent la tentative de l'organisme pour rétablir l'équilibre perturbé. L'action du médecin consiste à identifier l'humeur en excès, et grâce à la connaissance approfondie du malade, à déterminer ce qui doit être modifié dans son mode de vie. Régime alimentaire, sommeil, activité physique, lieu de résidence. Il est ainsi impliqué dans la définition d'une hygiène de vie, d'une voie moyenne particulière à chacun, qui sera mise en œuvre au-delà de la période de la maladie pour éviter sa réapparition. Alors que nous revendiquons une prise en charge globale supposée novatrice, nous ne faisons que retrouver un concept aussi vieux que la médecine elle-même. La théorie humorale des maladies s'est avérée particulièrement féconde pour la conception des affections psychiatriques, et singulièrement de la dépression. La reconnaissance d'un tempérament mélancolique, disposition permanente de la nature de l'individu, distincte des moments d'abattement auxquels chacun est sujet, comme des accès maladifs de mélancolie datent des écrits aristotéliciens. Souvent en effet nous sommes tous chagrins, et à propos de quoi, nous ne saurions le dire, ces affections se produisent un peu chez tout le monde. Mais ceux-là chez qui elle va plus profonde ont déjà le caractère en question. Que cet habitus soit fortement concentré, ils sont mélancoliques à l'extrême. Ils s'exposent, faute d'y prendre garde, aux maladies de mélancolie. Certains sont sujets à d'excessifs découragements ou à de grandes frayeurs, d'autres à des audaces folles. C'est avec la bile noire que la théorie galénique trouve un champ d'application. Dès l'Antiquité, la relation existant entre le caractère ou le tempérament mélancolique, qu'on désignera finalement comme l'humeur du sujet, et la dépression, a fait l'objet de réflexions sans fin. Le héros, l'artiste et plus généralement l'homme de génie, est décrit comme un sujet porté à la mélancolie. Apparaît ici l'ambiguïté fondamentale des affections psychiatriques, aux frontières du normal et du pathologique, qui requiert de la part du médecin une subtilité mise à mal par la tendance actuelle de la psychiatrie à décrire sans cesse de nouveaux troubles. Le nombre d'affections à traiter croît indéfiniment, alors que la part qui revient au tempérament se réduit à rien. Nous donnons une image de l'homme dépourvu de caractère, bien loin de l'équilibre revendiqué par les anciens, entre des tendances contraires inégalement réparties, que le médecin apprenait à connaître et dont il devait jouer pour traiter son malade. En transformant en traits pathologiques les aspérités de la personnalité, nous aboutissons à nier la rupture entre le normal et le pathologique, à transformer la société en une communauté de malades. Au contraire, en s'inscrivant dans la conception hippocratique de la maladie, Galien soutient que la santé est une succession d'équilibres et que la santé parfaite est un idéal rarement atteint. Nous ne percevons plus la force de cette affirmation émise il y a près de 2000 ans, dans un monde où vivre sans maladie était l'exception plus que la règle. La médecine des premiers siècles, entre prières pour les pécheurs et assistance aux pauvres. Pendant le Haut Moyen Âge, sous l'influence de l'Église, revient en force l'antique conception de la maladie, signe visible d'une âme pécheresse. La maladie est mise sur le même plan que la pauvreté. L'infirmus désigne en effet le malade, mais aussi le pauvre, l'orphelin ou le pèlerin, que chaque chrétien doit accueillir, faisant à la fois acte de charité pour autrui et de pénitence pour lui-même. La charité établit ainsi un lien entre riches et pauvres, nécessiteux ou malades. Il ne s'agit pas tant de guérir le corps que de sauver l'âme de celui qui est justement frappé pour ses fautes. Alors que Dieu seul sauve le pécheur par sa grâce, le chrétien doit faire acte de charité en accomplissant les 7 œuvres de miséricorde. Visiter les malades mais aussi donner à boire aux assoiffés, nourrir les affamés, s'occuper des prisonniers, habiller ceux qui vont nus, accueillir les étrangers et les pèlerins, ensevelir les morts. D'où l'ambiguïté de la situation du malade, perçu comme un rejeté en même temps qu'un élu, haïssable parce qu'il est signe du péché mais digne d'amour parce qu'il est à l'image du Christ souffrant. La maladie est autant signe de la justice de Dieu que de sa miséricorde, qui renforce l'âme du pécheur en le corrigeant dans sa chair.
La patientia est la vertu par excellence du pauvre et du malade. Le patient est bien celui qui supporte le malheur et la souffrance. Le malade est ainsi à l'image du Christ qui vit sa passion, traduction de patio, souffrance, maladie, issue de pathie, souffrir, endurer, subir. Acceptation de la situation vécue, résignation devant ce qui arrive, espérance en une vie meilleure après la mort. Ces différents concepts se mêlent dans ces termes et témoignent d'une perception de la maladie fortement marquée par les limites de la médecine de l'époque. Alors même que les malades sont partout présents dans l'espace public, qu'il n'existe pas de lieu spécifique pour les soigner, parce qu'épidémie et famine peuvent frapper chacun indistinctement, l'infirmita, état de maladie ou de pauvreté, n'est pas une rupture momentanée par rapport à un état naturel de bonne santé, elle est l'état naturel de l'homme après le péché originel. Dieu n'a-t-il pas dit à la femme, « C'est dans la souffrance que tu enfanteras » et à l'homme, « C'est dans la souffrance que tu te nourriras, tous les jours de ta vie ». Dans l'Empire byzantin apparaissent les premiers hospices, accueillant indifféremment blessés de guerre, pauvres, vieillards et malades. Tenu par l'évêque, l'hospice est le sanctuaire où Dieu agit et guérit. Cette institutionnalisation du service du prochain, se substituant à l'accueil des pauvres par chacun, a été vue comme une régression de l'exercice de la charité chrétienne. Ainsi l'hospice, où seuls officient les religieux, participe à une délimitation nouvelle de l'espace social. La pauvreté n'est plus une condition économique, elle est un statut social et les relations entre riches et pauvres ont changé, ce qu'Ivan Illich résume d'une formule « L'aumône évincelle l'hospitalité ». Le médecin n'intervient pas dans l'hospice et reste itinérant, allant de maison en maison, soignant essentiellement les malades qui peuvent le payer. Signe de l'ambiguïté de l'Église vis-à-vis de la médecine, celle-ci est néanmoins pratiquée dans les monastères, où l'infirmerie accueille malades et pèlerins. Les moines cultivent les simples dans leur herboristerie, composent les complexes et les administrent aux malades. Mais n'ayant pas le droit de léser le corps humain, ils n'exercent pas la chirurgie. C'est au calife de Bagdad que l'on doit l'organisation des premiers hôpitaux accueillant les malades, avant que cette pratique ne diffuse lentement en Occident. Si le mot hospital apparaît en effet en Italie dès le IXe siècle, les hôpitaux ne deviennent des lieux de soins qu'à la fin du Moyen Âge, après la grande épidémie de peste noire. Les premières universités de médecine et la formalisation du savoir. La coupure entre l'Empire byzantin de culture grecque et l'Occident latin ayant réduit la transmission du savoir médical, c'est par l'intermédiaire des philosophes persans Avicenne, arabes Averroès et juifs Maïmonide, que l'Occident découvre à partir du XIIe siècle les écrits d'Hippocrate et de Galien. La conception de l'infirmus évolue. Malades et pauvres ne sont plus confondus, la maladie pouvant frapper chacun, qu'il soit pauvre ou riche, jeune ou vieux. Elle apparaît désormais comme un état temporaire et non permanent, que le savoir médical permet de reconnaître. Le prêtre, médecin de l'âme, laisse progressivement la place aux médecins pour soigner les corps. Les premières universités sont créées, à Salerne en Sicile, puis à Bologne, Montpellier et Paris. Elles assurent un enseignement pratique, de maître à élève, et formalisent un savoir théorique, obéissant aux règles de la scolastique. Pour autant les pratiques médicales évoluent peu. On se contente d'utiliser les remèdes de Galien et de ses continuateurs, sans les renouveler. L'uroscopie, examen de la couleur, de l'odeur, du goût et de l'abondance des urines, et la saignée, dont on dispute pour savoir si elle doit s'effectuer par la veine basilique ou céphalique, du côté du corps où la maladie se manifeste ou de l'autre, symbolise un diagnostic et une thérapeutique figée dans le galénisme. Néanmoins la possession d'un savoir confère aux médecins un statut intellectuel. En délivrant des diplômes, les facultés contrôlent les conditions d'exercice et distinguent les médecins des mages et des charlatans qui les concurrencent. En revanche, l'exercice de la chirurgie, privé du soutien universitaire, reste confiné aux barbiers ou aux pragmatiques, tels ces praticiens itinérants qui extraient, rarement avec succès, les calculs vésicaux. Dans les faits, rares sont les médecins qui sont passés par l'université. Nombreux sont ceux qui pratiquent sans autre recommandation que leur renommée. Dans les campagnes, les malades seront longtemps soignés par des praticiens variés. Les rares médecins diplômés côtoient barbiers, mages, sorciers, astrologues et rébouteux. L'emprise du corps médical sur l'exercice du soin ne se manifestera pleinement qu'à partir du XIXe siècle et ne sera jamais complète, comme en témoigne encore aujourd'hui le succès des médecines douces.
Les régimes de santé, signe de l'équilibre entre l'homme et la nature. Pourtant la médecine galénique, avec sa théorie du déséquilibre des humeurs, accorde une grande importance à l'hygiène de vie et ne se focalise pas sur les médicaments. D'ailleurs ce n'est qu'au XIVe siècle que leur préparation devient du ressort d'une profession particulière, lorsque les apothicaires se séparent des épiciers. Jusque-là, la sélection et la composition d'un remède sont aussi aléatoires qu'à l'époque de Galien. Ces limites expliquent l'importance accordée à la prévention des maladies. La santé étant le résultat de l'équilibre entre ce que le corps consomme et ce qu'il rejette, la diététique représente un mode d'action privilégié. Les traités hippocratiques soulignaient déjà que certains comportements individuels pouvaient être cause de maladies. Chaque personne ayant un équilibre des humeurs qui lui est propre, appelé complexion, le médecin doit s'employer à le découvrir par un interrogatoire approfondi, avant de lui conseiller une modification de régime. Ainsi les médecins du Moyen-Âge composent-ils de nombreux régimes de santé, visant à corriger les 6 choses non naturelles, que l'on pense responsables des maladies. L'air ambiant, l'activité physique, l'alimentation et la boisson, la veille et le sommeil, l'évacuation ou la réplétion, les émotions et les passions. Ils peuvent être dédiés à des individus de haut rang et se fonder sur la connaissance intime du sujet, ou s'adresser à tous, édictant alors des principes de vie plus généraux. Écrits en latin puis en langue vulgaire, ils connaissent une grande diffusion à partir du XIIIe siècle et constituent de véritables traités pratiques de prévention des maladies. Ils fourmillent de recommandations concrètes, par exemple sur la disposition des fenêtres dans les maisons, les plantes aromatiques qu'il convient de répandre en cas de maladie pestilentielle, les vêtements à porter selon que l'air est froid ou humide. L'exercice physique, exercitium, y est bien distingué des autres formes de mouvement, motu, que sont l'activité du laboureur ou la déambulation du citadin. Il faut marcher de sa propre initiative, sans rien faire d'autre, jusqu'à en être fatigué et avoir la respiration modifiée. Il doit se faire avant le repas, dans un environnement tempéré, en été aux premières heures de la journée ou à vêpres, en hiver aux environs de midi. Le meilleur exercice est la marche à pied où les membres du corps travaillent avec plus de régularité et d'uniformité que dans les autres exercices. Marche qu'il convient d'effectuer, dans un endroit propre où vous serez exposé à l'air pur. Peut-on conseiller aux joggeurs de grande ville de tenir compte de ces avis d'un autre temps ? Le sommeil n'est pas oublié. Il convient de dormir entre 8 et 10 heures. La tête du lit doit être surélevée pour éviter les régurgitations. On doit dormir sur le côté en excluant les autres positions nocives pour la santé. Notre moderne médecine du sommeil souscrirait sans doute à ces propositions. Les régimes conseillent la sobriété dans l'alimentation, en limitant le nombre de repas, sans dépasser 3 sur 2 jours, limitation sans doute rarement respectée. Ils déconseillent également l'usage du vin. Le délicat équilibre entre réplétion et inanition est primordial. Évacuer ce que l'on a mangé et bu, en allant régulièrement à la selle et en urinant complètement dès le matin, se laver quotidiennement pour éliminer les mucosités nasales ou bronchiques, la sueur, les poils, le cérumen des oreilles. Toutes ces mesures d'hygiène ont pour but d'éviter la réplétion, conçue comme une des causes majeures de maladies. Elles expliquent la place importante de la purgation dans les moyens thérapeutiques de l'époque. Enfin pour la médecine médiévale, nourrie d'Aristote, les passions, émotions, prennent naissance dans le cœur, siège de l'âme et s'expriment au niveau du corps. Rougeur du visage, refroidissement ou échauffement des extrémités, tremblement. Éviter la peur et la colère. Promouvoir la joie fait partie des tâches du bon médecin, les conséquences néfastes des émotions négatives étant reconnues par tous. Le médecin du Moyen-Âge apparaît ainsi davantage comme un conseiller bienveillant, fondant ses décisions sur la connaissance qu'il a du malade, que comme un technicien exerçant un métier requérant une expertise particulière. Le statut de la médecine au Moyen-Âge. Pour autant, le statut de la médecine reste disputé. Au VIe siècle, Isidore de Séville qualifie la médecine de seconde philosophie, parce que le médecin doit pour l'exercer connaître l'ensemble des arts libéraux. Grammaire, rhétorique, dialectique, astronomie, arithmétique, géographie et musique. Au Xe siècle, les médecins de l'école salénitaine considèrent la médecine comme une branche des sciences de la nature avec une partie théorique, science des causes, et une partie pratique, science des signes.
Au XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor, fidèle à la pensée aristotélicienne, place la médecine parmi les arts mécaniques, tournés vers la pratique et l'utilité. L'ars, traduction latine de techné, art, est du domaine du faire et son origine n'est pas dans la chose mais dans l'artisan. Au contraire, la scientia, traduction d'épistémé, science, consiste en un jugement sur les choses universelles et nécessaires. Rien n'illustre mieux les ambiguïtés et les limites de ces disputes scolastiques que les diverses approches de la folie de Charles VI. Était-ce ensorcellement, maladie ou punition divine ? Successivement, magiciens, médecins, astrologues et prêtres se sont penchés sur le cas. L'appel aux thérapeutes de toutes sortes ne reflète pas que le désarroi de l'entourage royal. Au XIVe siècle, la création reste pensée comme un tout ordonné par Dieu. La nature et les astres influencent nécessairement, encore que de façon mystérieuse, le comportement des hommes et leur santé. L'astrologie, terme qui à l'époque regroupe les pratiques de divination et ce que nous appelons aujourd'hui l'astronomie, est très en faveur à la cour. Les médecins eux-mêmes sont parfois astrologues. Mais ils s'avèrent aussi incapables de prédire les crises du roi que de les soulager. Combattre les influences diaboliques est également primordial. L'action du démon sur un esprit faible est en effet une autre explication avancée de l'état de mélancolie, qui n'est pas seulement conçu comme une maladie mais peut être le signe d'une défaillance du libre arbitre. Mais l'exorcisme n'y fera rien. Aucune incantation, aucun remède, aucune prière n'a prévenu les crises dont souffrait le roi bien-aimé ni soulagé, ce pénible fardeau sur ma tête aux pensées sombres abandonnées et souffrantes, et déjà de soi-même incliné. La peste noire de 1347 à 1348 est une autre illustration de l'échec du médecin et du prêtre, d'une ampleur incomparable. Pour rendre compte de l'inexplicable, les astres ont été invoqués sous la forme d'une conjonction entre Mars, Jupiter et Saturne, survenue en 1345 et qui aurait annoncé l'épidémie. Mais confrontés à un fléau foudroyant et dévastateur qui devait tuer un tiers de la population européenne, ceux qui détiennent le savoir et l'autorité sont bien souvent les premiers à fuir. L'assistance aux victimes a cruellement manqué. Les médecins de l'Université de Paris disaient avoir grand interest pour le bien de la chose publique. Le mal a fait voler en éclats cette affirmation. Lentement, une autre approche de la médecine apparaît, appuyée sur la pratique de l'autopsie et la découverte de l'anatomie, loin des ressassements de la théorie humorale et des disputes de l'université. 2. La lente gestation de la médecine moderne. Après la chute de Constantinople en 1453, les érudits byzantins apportent en Italie les textes grecs des auteurs classiques, jusque-là connus uniquement par des versions arabes et latines. La confrontation des sources met en lumière les approximations des traducteurs et conduit à une remise en question d'un savoir que l'on croyait immuable. Cette contestation de l'autorité établie est la première étape d'un long chemin vers une démarche scientifique objective. Mais plus encore que par la critique livresque, l'époque se caractérise par un changement profond dans la conception de l'être humain et de son rapport au monde, qui a été qualifié de mutation ontologique. De l'Antiquité au Moyen Âge, l'homme ne s'est pas dissocié de la communauté dont il est membre, ni de l'univers dont il est l'image. À partir du XIVe siècle, insensiblement, il se distingue des autres et s'extrait du monde où il vit. L'individualisme naissant se manifeste par des phénomènes aussi divers que le développement du métier de marchand et du pré-usuraire, reflet de l'intérêt particulier ou l'apparition de l'art du portrait dans la peinture. En exaltant le visage du commanditaire, et singulièrement ce qui lui appartient en propre et qu'il ne partage avec nul autre, son regard, intériorisé, impénétrable parfois, l'artiste illustre l'incommunicabilité des êtres. Plus que le membre d'une communauté, l'homme est désormais lui-même. Son corps marque la frontière avec les autres. Dans le même temps, les découvertes astronomiques de Copernic et de Galilée changent le point de vue sur l'univers. N'étant plus au centre du monde mais tournant autour du Soleil, la Terre n'est plus qu'une planète parmi d'autres. L'homme devient l'observateur extérieur d'une nature désacralisée. Une forme de désenchantement s'installe. L'émerveillement devant la création fait place à la volonté de comprendre le monde et de le transformer. Vézal, la naissance de l'anatomie et l'objectivation du corps humain. La conception du corps humain connaît un bouleversement d'ampleur comparable. Durant tout le Moyen Âge,
l'éloignement du corps et le recours à la spéculation intellectuelle confèrent un statut de clerc aux médecins. Au contraire, ceux qui font couler le sang, bourreaux, barbiers et chirurgiens sont rapprochés de la corporation des bouchers. Expérience pratique et connaissance sont dissociées, seule cette dernière est valorisée. Bien qu'autorisée par l'Église, l'autopsie reste rare et porte exclusivement sur des condamnés, ces hommes qui par leur comportement se sont retranchés du corps social. À partir du XVe siècle, la pratique s'étend, comme le montre la précision des dessins de Léonard de Vinci, qui a lui-même effectué de nombreuses autopsies. En Italie, pays des chirurgiens et des premiers anatomistes, l'Allemand Andreas Vesal, ou Vesal, publie en 1543 un monumental traité d'anatomie, fruit du savoir accumulé après des centaines de dissections, le De Humani Corpori Fabrica Libri Septem. L'ouvrage est novateur. Il réfute en de nombreux points l'enseignement galénique, au point d'être condamné par l'Université de Paris, où Vesal avait été formé, mais qu'il avait quitté à cause de son conformisme intellectuel confinant à l'immobilisme. Pour la première fois, le corps est représenté tel qu'il se montre à l'œil du médecin et non comme à l'époque de Galien, tel qu'on l'imaginait à partir d'autopsies de singes ou de porcs. Nombre d'erreurs répétées durant plus de 1000 ans dans la description des organes sont ainsi corrigées. En plus d'être une avancée médicale, l'ouvrage de Vesal peut être considéré comme le signe d'une mutation épistémologique. Au Moyen Âge, on croit que le cadavre de la victime assassinée se met à saigner s'il est mis en face du coupable, signe du lien indissoluble entre le corps et l'âme persistant après la mort. À la Renaissance, le corps devient un objet de connaissance distinct de la personne humaine, étudié pour lui-même, comme réalité autonome. L'homme n'est plus seulement coupé du monde, éloigné des autres. Il se sépare de son corps, même si la rupture n'est pas encore complète. En effet, les corps dessinés dans la Fabrica ne sont pas anonymes. La représentation reste celle d'une personne, comme en témoignent les attitudes imposées aux cadavres disséqués. Une ambiguïté troublante persiste. Vesal ne représente pas un corps totalement abstrait, tel que nous l'observons dans nos modernes livres d'anatomie, où toute personnification est devenue impossible. La séparation du corps et de la personne n'est pas définitive. Il serait prématuré de dire que l'homme a un corps. Le dualisme n'est pas encore né. Le livre de Vesal connaît un grand succès. Sa diffusion est assurée par le développement de la gravure sur cuivre, facilitant la reproduction des dessins et la communication entre les savants. En même temps, la naissance de l'imprimerie et l'essor des écrits en langue vernaculaire permettent la propagation rapide des connaissances. Jusque-là confiné à quelques universités et réservé à un petit nombre, le savoir se diffuse à tous ceux qui peuvent lire et ont le loisir de se cultiver. Plus que les avancées somme toute limitées de la médecine, c'est cette extraordinaire révolution de l'écrit qui caractérise le XVIe siècle. Des bibliothèques individuelles se constituent, l'honnête homme apparaît avec sa culture, son esprit critique et sa force de réflexion. L'humanisme naît, fruit d'un retour au texte fondateur de l'Antiquité, de la réflexion sur le libre arbitre de l'homme désormais responsable de ses œuvres, en mesure d'agir sur un monde qui n'apparaît plus immuable. La conception d'une humanité insérée dans la création divine, harmonieuse et parfaite, recule. Sagesse et connaissance lui permettent de lutter contre la fortune aveugle, changeante et imprévisible. En faisant de l'homme la fin ultime des actions terrestres, la pensée humaniste ouvre la voie à l'individualisme des siècles suivants. En glorifiant l'esprit humain, elle annonce l'inéluctable séparation qui verra le jour au siècle suivant entre raison et émotion, cœur et esprit. Sa confiance en la puissance de la raison annonce la domination des sciences. Résolument optimiste, la pensée humaniste apparaît en contrepoint du discours sur la mélancolie qui connaît pourtant une vogue sans précédent durant tout le XVIe siècle et au-delà. Son expression artistique, apparente dès les miniatures du Moyen Âge, culmine dans la gravure Melancholia d'Albrecht Dürer. La valorisation de l'humeur mélancolique, propre au sujet d'exception, reste de mise, mais la maladie continue de défier les médecins. Est-ce une affection physique, née dans les organes sous-diaphragmatiques, responsable de l'humeur hypocondriaque et relevant de la purgation? Est-ce la conséquence d'un désordre de l'esprit, traité par la musique, le calme et le repos? À moins qu'elle ne soit le signe d'une faiblesse de l'âme, proche de l'ascédie monastique, cette défaillance de la volonté qui peut mener au suicide?
La Renaissance est une époque optimiste, mais le succès du thème de la mélancolie, cette maladie du siècle, montre que le vacillement des certitudes face à un monde qui change se traduit aussi par une montée des inquiétudes. Descartes et le corps-machine. À partir du XVIIe siècle, l'introduction de la mesure ajoute la dimension quantitative à l'évaluation jusque-là qualitative des phénomènes naturels. Les montres mesurent la fréquence du pouls, les thermomètres la température du corps, alors que le microscope montre le détail des tissus humains ou animaux. Le corps est analysé comme une machine, à laquelle on applique les principes de la mécanique découverts par Newton. Dans le même temps, l'expérience scientifique prend naissance, grâce à la distinction entre l'expérimentation et la simple observation, clinique ou anatomique, jusque-là en vigueur. Ainsi s'accomplit ce que les historiens de la médecine reconnaissent comme la première révolution médicale. La vision mécaniste qui la sous-tend repose sur un dualisme philosophique formalisé par Descartes. L'âme est distincte du corps. Leur union se réalise par l'intermédiaire d'une petite structure située au centre du cerveau, la glande pinéale. Dans le traité L'Homme, il explique ainsi tout le fonctionnement du corps humain d'après les lois de la mécanique, sans se référer à l'âme. L'ouvrage a une influence considérable. Affranchi de la recherche des causes finales, les sciences de la nature peuvent désormais se concentrer sur la recherche des causes efficientes. Descartes exprime le souhait que la connaissance des causes des maladies et de leurs remèdes permette la conservation de la santé, et même de s'exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse. Admirable programme, à l'ambition prométhéenne. Guérir les maladies mais aussi en prévenir une infinité, jusqu'à celles qui frappent l'esprit, alors que ces dernières sont les plus mystérieuses de toutes, et même ne pas vieillir, ce vieux rêve de l'humanité, trouver la fontaine de jouvence. Certes, la révolution cartésienne est essentiellement théorique. Malgré de réelles avancées dans la connaissance de la circulation sanguine ou le fonctionnement du système optique de l'œil, la pratique médicale évolue peu. Mais affirmer qu'il n'existe aucune limite au champ du savoir dans le domaine de la nature, et que l'homme est capable par sa raison de découvrir le traitement de toutes les maladies, témoigne d'une confiance qui est le premier signe de la modernité. Pour nous qui vivons à l'époque des désastres écologiques et du réchauffement de la planète, les propos cartésiens semblent le signe d'un orgueil démesuré. Il existe pourtant un domaine où ils sont encore acceptés sans réserve, la médecine. Repousser sans cesse les limites du corps humain semble être devenu le but ultime de nos sociétés, certains voulant accomplir le rêve cartésien, supprimer la vieillesse et pourquoi pas la mort. Au XVIIe siècle, l'exercice médical est moins ambitieux. Le galénisme ridiculisé par Molière s'efface, au profit d'un retour à Hippocrate, dont témoigne l'œuvre de l'anglais Thomas Sydenham, pour qui il importe que le médecin décrive minutieusement l'histoire naturelle de la maladie, de façon à reconnaître les tableaux cliniques et les espèces morbides. Contrastant avec les schémas figés du galénisme, le maître mot devient la prudence, la primauté appartenant à l'observation des faits cliniques. En s'attachant à trouver les symptômes constants de la maladie, présents chez la plupart des patients ou spécifiques de celle-ci, Sydenham prend toutefois le risque de réduire l'observation clinique à un type et de négliger les particularités du malade, s'éloignant ainsi de la tradition hippocratique. Les revues médicales qui apparaissent à la fin du siècle témoignent de cette évolution, elles qui publient de nombreuses observations où le sujet disparaît derrière la maladie décrite. À l'objectivation du corps humain inaugurée par les atlas anatomiques de la Renaissance s'ajoute désormais celle de la maladie, devenue matière à publication. Leur conjonction conduira inexorablement à l'effacement du malade derrière le processus pathologique. Le néo-hippocratisme a toutefois donné une impulsion à la nosologie, la classification des maladies, discipline jusque-là balbutiante. Au siècle des Lumières, le médecin hollandais Herman Boerhaave effectue ainsi la synthèse de l'histoire de la médecine et des connaissances acquises, tout en traçant des perspectives à la recherche appuyées sur les découvertes de la chimie et de la physique. Grâce au livre, son enseignement est transmis à travers toute l'Europe. L'amour d'Hippocrate et des sciences nouvelles caractérise une époque teintée d'optimisme où le médecin s'inscrit dans une histoire marquée par l'évolution continue des connaissances, assimilée au progrès pour l'humanité. Le vitalisme.
Il serait excessif de réduire la pensée médicale de l'époque à la conception d'un corps-machine. En réaction à cette vision mécaniste de la vie est apparu à Montpellier au milieu du XVIIIe siècle un courant de pensée original, le vitalisme, défenseur de l'existence d'un principe vital, responsable de la spécificité des êtres vivants. Pour ses tenants les plus extrêmes, l'autopsie n'étant que l'examen de tissus morts ne permet aucunement d'expliquer les maladies. Pour d'autres, plus nuancés, seules les maladies organiques relèvent de l'examen anatomo-pathologique. A contrario, les maladies vitales où cet examen est normal relèvent de la seule analyse clinique. Au début du XIXe siècle, Laennec, fondateur de la méthode anatomo-clinique, souscrit encore à cette dualité. L'interrogation reste valable à notre époque, où les maladies psychiatriques sont réduites à des altérations de processus physico-chimiques et leurs symptômes à la cible de traitements pharmacologiques. Le vitalisme est aussi ce courant de la pensée médicale qui affirme la primauté de l'observation sur l'expérience, laquelle dénature les faits qu'elle prétend étudier. Là encore, l'interrogation n'a rien perdu de sa pertinence. Les conditions de réalisation d'une expérience conditionnent la juste appréciation de ses résultats, comme le reconnaît Bichat lui-même quelques années plus tard. De nos jours, innombrables sont les expériences physiologiques réalisées in vitro. Culture cellulaire, études de récepteurs pharmacologiques par exemple, ou sur des modèles animaux éloignés de la physiologie humaine comme la souris. La confrontation du fait clinique avec l'expérience tourne bien souvent à l'avantage de celle-ci, au nom de la primauté de la science, sans bénéfice aucun pour le malade, comme nous l'apprennent d'innombrables essais thérapeutiques décevants nés de ces modèles simplistes. Si l'idée d'un principe vital n'a plus cours, les questions posées par le courant vitaliste demeurent. L'étatisme, de la Société royale de médecine à la construction des hôpitaux. Conséquence de la croyance en la toute-puissance de la raison, le siècle des Lumières voit les premiers signes d'une rationalisation de l'activité médicale et d'une mainmise de l'État sur la médecine. La Société royale de médecine est fondée en 1776 avec pour mission la surveillance sanitaire dans le royaume de France, première forme de ce qu'on appellera d'un terme significatif la police sanitaire. Grâce aux communications de ses correspondants de province, elle publie mémoires et rapports décrivant le climat et l'évolution des épidémies dans le pays. Par ses publications dans des domaines parfois très éloignés comme les maladies du bétail, l'état de la voirie ou l'humidité des villes, la société préfigure l'hygiénisme du siècle suivant. Signe d'une volonté croissante d'encadrement par l'État, la composition, la délivrance et le prix des remèdes sont placés sous son contrôle. Émanation du pouvoir royal, elle entre rapidement en conflit avec l'université, qui délivre les diplômes, première illustration d'une lutte entre les partisans d'une santé administrée et ceux d'un exercice médical soumis au seul contrôle des pairs. Même si l'Église encourage toujours la pratique de la charité, les pauvres et les sans-logis restent les principaux occupants des hospices. Au cours du XVIIe siècle, ceux-ci se multiplient, à l'initiative du pouvoir royal, qui fonde par décret en 1656 l'hôpital général de Paris et ordonne la construction des asiles de la Salpêtrière et de Bicêtre. D'autres établissements sont bâtis en province, à l'initiative de grands seigneurs ou des municipalités. Mais la prise en charge des malades évolue peu. Le XVIIIe siècle se termine par un drame, l'incendie de l'Hôtel-Dieu de Paris en 1772, responsable de plusieurs centaines de morts. L'événement met en évidence les conséquences désastreuses de l'architecture inadaptée du bâtiment et des conditions d'hébergement des malades, entassés à 3 ou 4 par lit. Une commission d'évaluation des hôpitaux parisiens est mise en place, présidée par Jacques Tenon, chirurgien du roi, qui rend ses conclusions en 1788 sous la forme de 5 mémoires sur les hôpitaux de Paris. Le rapport est exemplaire. Prenant exemple sur les hôpitaux londoniens qu'il est allé visiter, Tenon propose de reconstruire l'hôpital selon un ensemble de règles où l'architecture est mise au service de l'homme malade, en accord avec les conceptions médicales de l'époque. La stature règle la longueur du lit, la largeur des salles, d'ailleurs consommant plus ou moins d'air dans un temps donné selon que les maladies oblige à des inspirations plus ou moins fréquentes et plus ou moins amples. Il demande des salles de dimensions différentes. Ajoutez que les yeux sensibles aux impressions de la lumière durant les inflammations de la dure-mère et les violentes ophtalmies exigent des attentions, relativement à la position tant des lits que des croisées.
Le texte aborde tous les sujets, depuis la situation des hôpitaux dans la ville, qui doivent être éloignés du centre pour minimiser le risque de contagion, jusqu'à la nécessité d'éloigner la blanchisserie des salles d'hospitalisation pour éviter les effets néfastes de l'humidité sur les malades, sans oublier l'impact négatif de la promiscuité sur le risque de fièvre puerpérale, prouvé par une analyse chiffrée de la mortalité des parturientes de l'Hôtel-Dieu, rapportée à celle des hôpitaux étrangers. Rien n'est laissé au hasard. Tout est réfléchi, calculé dans l'intérêt du malade par des hommes au fait des besoins des personnes, soucieux d'assurer au mieux leurs soins, de leur donner tout le confort nécessaire et l'hygiène requise, dans la mesure des moyens de l'époque. Ainsi pour la chirurgie, il faut des salles pour préparer aux opérations, pour opérer et pour ceux qui les ont endurées. Il faut qu'elles soient éloignées du bruit et de l'infection. S'agissant de la salle d'opération, tout doit dans cette salle se rapporter à la sûreté du malade. S'appuyant sur ses visites aux hôpitaux londoniens et de la côte de la Manche, Plymouth, Portsmouth, Tenon et ses collaborateurs recommandent une organisation distincte pour les établissements accueillant les différentes maladies. On ne dispose pas un hôpital de fiévreux, comme un de femmes enceintes, celui-ci comme un de fous, ce dernier comme un hôpital de contagieux, tous sont différents. La spécialisation des salles accueillant les malades est également reconnue. Il est bien prouvé que le voisinage des salles de fiévreux est funeste aux blessés, à plus forte raison le mélange des fiévreux avec les blessés dans les mêmes salles. On doit en construisant un hôpital, ne pas faire communiquer les salles des fièvres putrides et malignes avec celles des blessés, et même avec celles de toute autre maladie. De nos jours, on n'hésite plus à mélanger les opérés de l'abdomen et les accidentés avec une fracture ouverte, au nom de la nécessaire mutualisation des spécialités et de la polyvalence des soignants, en espérant que l'application de procédures d'hygiène drastiques évitera les infections nosocomiales. Le bien des malades est-il toujours la priorité de l'organisation hospitalière ? Le rôle particulier de l'hôpital dans le soin des affections mentales est également souligné. Que sont les bâtiments d'hôpitaux pour d'autres malades que des fous ? Des moyens purement auxiliaires propres à favoriser le régime et à seconder la vertu des médicaments, mais les hôpitaux pour les fous sont autre chose, ils font eux-mêmes fonction de remède. Il faut que le fou ne soit point contrarié, qu'il puisse, dans les moments où il est surveillé, sortir de sa loge, parcourir sa galerie, se rendre au promenoir et faire un exercice qui le dissipe et que la nature lui commande. Nous semblons découvrir aujourd'hui l'importance de construire des bâtiments adaptés à l'accueil des personnes démentes dans les maisons de retraite, notamment pour leur permettre de déambuler sans contrainte. La médecine est parfois un éternel recommencement. Le lecteur est confondu par le souci du détail qui transparaît à chaque page, signe de la préoccupation constante de prendre soin au mieux des plus vulnérables. Ainsi le rapport comprend un véritable morceau de bravoure sur les escaliers, tuyaux qui prennent dans les salles inférieures les vapeurs corrompues et malfaisantes et les conduisent dans les salles des étages supérieurs. Disposition contre laquelle l'auteur s'élève en demandant la construction de cages d'escalier arrivant sur des paliers séparés des salles communes accueillant les malades. Mais il y a plus, on aurait dû construire, d'après l'homme languissant, faible et estropié, d'après la longueur de brancards sur lesquels sont transportés les malades et non d'après l'homme sain et fort dont le pas est libre et étendu. À partir d'une description de la marche précautionneuse et décomposée du malade, l'auteur montre la nécessité de multiplier les escaliers, de les faire larges, d'en tenir les degrés plus bas que dans les maisons, de leur associer des écuyers des deux côtés pour l'appui du malade, toutes choses qui n'ont pas été prises en compte lors de la construction de l'Hôtel-Dieu. S'ensuivent des considérations tout aussi précises sur les conditions nécessaires pour assurer la sécurité en cas d'incendie. La construction d'escaliers en pierre, leurs positions respectives, l'ouverture d'issues à chaque étage, l'accès à l'eau, etc. La conclusion est sévère. On a perdu de vue ce qui peut contribuer au bien-être, à la guérison, à la sûreté des malades. L'Hôtel-Dieu est construit contre l'intérêt des pauvres, de la société, des règles de l'art de guérir. Les choses ont-elles changé ? Rien n'est moins sûr. Les escaliers de nos hôpitaux sont inadaptés aux personnes handicapées, les ascenseurs sont trop peu nombreux. En cas de panne électrique, le transport de malades en état précaire est une gageure. Tenon n'est pas un idéaliste. Dans sa description du fonctionnement des hôpitaux, il apparaît particulièrement soucieux d'efficacité. En témoignent ses propos sur la convalescence, état moyen entre la maladie et la santé,
Il est essentiel de suivre dans les hôpitaux la convalescence afin qu'elle ne dure que ce qu'elle doit durer. En effet, le renvoi est plus facile dans les hôpitaux qui ne reçoivent que des malades connus et domiciliés. Il est plus difficile à l'Hôtel-Dieu où l'on admet étrangers et gens sans asile. De là, une convalescence naturelle qui dégénère facilement en convalescence de commisération. Les 3 principaux effets de cette dernière sont d'augmenter la dépense, la mortalité, et de faire apparaître à l'Hôtel-Dieu la durée moyenne des maladies plus longue qu'elle ne l'est réellement. En effet, la juxtaposition de malades avec les convalescents expose ces derniers à des rechutes et donc à une mortalité accrue. Par ailleurs, les soins coûtent à l'époque beaucoup moins cher que l'alimentation. C'est donc le convalescent et non le malade qui grève les dépenses. Enfin, l'hôpital étant surpeuplé jusqu'à 6 malades par lit, on comprend le souci de faire sortir tous ceux qui le peuvent. Maison de convalescence, le terme nous est resté. Combien de personnes l'emploient encore pour qualifier nos modernes soins de suite et réadaptation, SSR ? L'organisation, hôpitaux dédiés situés à la campagne, parcs pour la déambulation, est restée. Mais il ne s'agit plus seulement de reprendre des forces. Les soins de suite sont de véritables services hospitaliers où les malades font l'objet de soins, reçoivent des perfusions et des injections parfois au même rythme que dans les services aigus, malheureusement avec de moindres moyens. Il faut attendre la Révolution pour que les idées nouvelles contenues dans ces mémoires connaissent un début d'application. Le texte de Tenon, praticien renommé, parfaitement au fait des besoins des malades, illustre une époque révolue, celle où les professionnels étaient les premiers consultés pour l'organisation des soins et la construction des bâtiments hospitaliers. Cette manière de travailler et la conception de l'hôpital qui en découle sont aujourd'hui totalement oubliées. Notre époque paradoxale délègue à de simples agents de l'administration des projets hospitaliers de plus en plus complexes et coûteux, reléguant les soignants au rang d'occupants de locaux qu'ils n'ont pas choisis mais dont ils devront assumer les faiblesses structurelles. Les échecs retentissants des partenariats entre le public et le privé des années 2000 sont là pour nous rappeler que l'hôpital, comme l'écrivait Tenon, n'est pas un bâtiment comme un autre. 3. La naissance de la médecine scientifique. Une seconde révolution médicale, à la fois théorique, pratique et organisationnelle, embrasse tout le XIXe siècle. Elle prend naissance en France, où la Révolution a créé les écoles de santé, réunissant pour la première fois la formation des médecins et des chirurgiens dans un même cadre, tout en introduisant de nouvelles matières dans l'enseignement. Histoire de la médecine, physique, chimie. La médecine profite ainsi des connaissances accumulées par les anatomistes et les chirurgiens au siècle précédent. La création de l'internat en 1802, en assurant un apprentissage hospitalier, permet une concentration extraordinaire d'enseignants et de praticiens en formation au lit du malade. La construction des hôpitaux parisiens tout au long du siècle conduit à l'hospitalisation de très nombreux malades, dont l'évaluation clinique répétée est confrontée après le décès à l'examen anatomique des lésions tissulaires. L'hôpital devient ainsi lieu de soins, de recherche médicale et d'enseignement. S'agissant de l'apprentissage, on conçoit l'utilité de l'exemple apporté par des pairs expérimentés. Pour la recherche, concentrer la prise en charge des malades dans les services où ils peuvent revenir en cas de rechute, où sont localisés les premiers laboratoires de physiologie, est d'un intérêt évident. Les mêmes principes prévalent encore aujourd'hui. Adoptée dans tous les pays occidentaux, cette organisation est devenue la matrice universelle de la formation médicale. Pourtant, elle est remise en cause puisque cliniques privées et médecins libéraux ont obtenu d'assurer l'enseignement des internes. On conçoit les risques d'une formation limitée à l'apprentissage technique et à la gestion d'une consultation, au détriment de la confrontation patiente, du savoir acquis et de l'expérience clinique, que seuls les hôpitaux peuvent assurer. Aujourd'hui comme hier, l'interrogatoire approfondi, l'examen clinique répété et le dialogue entre pairs restent indispensables. Chaque matin, les médecins font la visite et examinent les malades avant d'aller consulter en ville l'après-midi. Seuls les internes, hébergés à l'hôpital, y travaillent toute la journée avant d'assurer à tour de rôle la garde de nuit. Toutefois, cette formation exemplaire ne bénéficie pas à tous. Depuis la Révolution, les médecins français sont formés selon 2 voies distinctes. Les docteurs en médecine soutiennent une thèse et ont un exercice libéral, préférentiellement dans les villes,
Les officiers de santé ont une formation courte, essentiellement pratique, sont payés par l'État et exercent à la campagne. Malgré ces dispositions, la répartition des médecins sur le territoire national est inégale. L'ouvrage de Just Lucas Championnière, Statistiques du personnel médical en France et dans quelques autres contrées de l'Europe dénombre en 1844 un médecin pour 662 habitants dans le département de la Seine contre 1 pour 5274 dans le Morbihan. L'attrait de la vie parisienne ou la recherche de la notoriété peuvent expliquer cet écart. Seuls les médecins parisiens, riches notables, souvent décorés, académiciens, semblent avoir une situation sociale et financière enviable. La concurrence des rébouteux et guérisseurs de toutes sortes apparaît très forte dans les campagnes. Mais l'auteur montre que les disparités entre départements reflètent également l'état de richesse ou de misère des habitants. Le nombre de médecins est d'autant plus grand dans le département que l'impôt territorial est élevé, c'est-à-dire que la population est riche. L'inégalité d'accès aux soins des planificateurs du XXIe siècle n'est donc pas nouvelle et trouve évidemment sa source dans le paiement à l'acte du médecin libéral, qui n'est assuré que dans les territoires les plus prospères. Autant dire que les déserts médicaux ne sont pas près de disparaître. Seules des mesures coercitives seraient susceptibles de les réduire. Les propos du président de la République détaillant les mesures du plan Ma Santé 2022 montrent que rien de tel n'est prévu. L'ANEC et la méthode anatomo-clinique. Si les provinces peuvent être démunies, Paris n'a jamais manqué de médecins. En 1830, 5000 étudiants apprennent leur futur métier dans une trentaine d'hôpitaux où 20 000 malades sont accueillis et soignés, parfois jusqu'à leur mort. C'est dans ces conditions matérielles nouvelles, au sein d'une atmosphère faite d'effervescence intellectuelle et d'émulation, que naît et s'épanouit une nouvelle conception du diagnostic médical. Les chirurgiens du XIXe siècle ont une explication simple des maladies. Les signes locaux renvoient à une lésion spécifique d'un organe. Enlever cette lésion permet la guérison. Ce modèle a fortement influencé les conceptions de l'ANEC. Voici en effet ce qu'il écrit en 1819 dans la préface de son traité de l'auscultation médiate. Si je m'étais borné à exposer les signes des lésions du poumon ou du cœur sans décrire ces dernières, j'aurais couru souvent le risque de n'être pas compris. J'ai cru ne pouvoir éviter cet écueil qu'en décrivant les lésions dont j'indique les signes. L'anatomie pathologique est une science beaucoup plus sûre et présente des objets d'étude plus distincts que la nosologie symptomatique. Il est beaucoup plus facile de décrire les tubercules et d'indiquer leurs symptômes que de définir la phtisie pulmonaire des pathologistes. L'altération des organes est sans conteste ce qu'il y a de plus fixe, de plus positif et de moins variable dans les maladies locales. Le trouble des fonctions qui accompagne ces lésions est au contraire extrêmement variable. Il est le même sous l'effet de causes tout à fait dissemblables. Et par conséquent il peut rarement servir à faire distinguer des objets même très différents. Ce texte est l'acte de naissance de la méthode anatomo-clinique, qui établit le diagnostic sur la base d'une correspondance étroite entre les signes cliniques observés par le médecin et les lésions anatomiques de la maladie. Ce faisant, l'ANEC porte un coup majeur aux nosologies du XVIIIe siècle, fondées sur le recueil de symptômes cliniques de spécificité incertaine. En effet, pour ses prédécesseurs, colliger l'ensemble des symptômes est nécessaire à l'établissement du diagnostic. Le symptôme majeur, par sa durée ou son intensité, sert de principe de classification comme la fièvre dans bon nombre d'affections. Ainsi distingue-t-on fièvre tierce ou quarte, fièvre puerpérale, fièvre pernicieuse, une méthode qui rappelle celle des traités hippocratiques. Plus rien de tel avec l'ANEC. Quand il décrit un nouveau signe, la pectoriloquie, audition de la voix du malade à travers la poitrine, c'est pour l'attribuer à une communication anormale entre l'arbre bronchique et une cavité proche de la paroi thoracique. Cette lésion que l'anatomie pathologique décrit sous le nom de caverne est spécifique de la phtisie, d'où la valeur de ce nouveau signe. Celui-ci n'est donc pas le plus évident. Fièvre, toux ou amaigrissement sont au premier plan de la maladie. Il n'est pas non plus le plus fréquent. Il faut parfois répéter l'auscultation plusieurs jours de suite pour le découvrir. Ainsi la pectoriloquie est-elle le résultat de la recherche attentive du clinicien. Ce que Michel Foucault résume ainsi: le signe ne prend plus le langage naturel de la maladie. Il ne prend forme et valeur qu'à l'intérieur des interrogations posées par l'investigation médicale. Rien n'empêche qu'il soit sollicité et presque fabriqué par elle.
Il n'est plus ce qui de la maladie s'énonce spontanément, mais le point de rencontre provoqué entre les gestes de la recherche et l'organisme malade. En effet, l'auscultation s'effectue désormais à l'aide d'un instrument créé pour l'occasion, le stéthoscope, tube creux dont une extrémité est posée sur la poitrine, l'autre contre l'oreille de l'examinateur. Fruit de l'ingéniosité du médecin, le stéthoscope inaugure une longue série d'instruments, d'outils et de machines de plus en plus performants, jusqu'à la panoplie complète de l'imagerie médicale moderne, échographie, scanner, imagerie nucléaire. Aujourd'hui, le diagnostic est obtenu au prix d'une mise à distance du corps malade. Rien de tel au XIXe siècle. Par la vue, le toucher et l'audition, le médecin identifie les signes qui lui permettent de faire une inférence sur l'état des organes internes. Le contact physique avec le corps prend une importance nouvelle. Le diagnostic clinique devient une hypothèse sur l'état anatomique du malade, que seule la confrontation anatomo-clinique faite après la mort permet de vérifier. La valeur du signe n'en est que plus forte. Il s'agit d'un repérage dans la vie, c'est-à-dire dans la nuit, pour indiquer ce que seraient les choses dans la clarté blanche de la mort. La puissance émanant de l'examen clinique renforce considérablement le prestige médical et accentue la distance avec le malade. Tout étudiant en médecine de ma génération a souvenir d'avoir vu ses patrons ausculter le cœur, palper le foie, analyser une démarche, avant d'annoncer le diagnostic d'un ton sans réplique. Effet garanti sur le novice qui garde précieusement en mémoire de tels exemples, en espérant atteindre un jour le même niveau de pratique. Mais qu'en est-il pour le malade ? Mis en scène devant les internes, il peut avoir le sentiment d'être réduit à son diagnostic. Et quelle peut être son impression face à ce médecin qui le scrute d'un regard infaillible ? S'il est capable d'un tel diagnostic, est-il en mesure de lui prédire l'avenir ? C'est au cœur de cette relation nouvelle, où le médecin devient tout-puissant dans l'art du diagnostic, que se dévoile ce que Foucault appelle le double regard du médecin, local et circonscrit, limitrophe du toucher et de l'audition, qui n'effleure guère que les surfaces visibles, mais aussi regard absolu, absolument intégrant, qui structure en une unité souveraine ce qui relève à un plus bas niveau de l'œil, de l'oreille et du tact. Quand le médecin observe, tous ses sens ouverts, il s'adresse sans ruse ni détour à la claire solidité de la mort. Quel malade ne le comprendrait pas ? Aussi clairvoyant que soit le médecin, son diagnostic est souvent conjectural. Il faut attendre la découverte des rayons X à la fin du siècle, pour observer les lésions du vivant du malade. Alors l'hypothèse émise par le clinicien devient certitude, et la lésion anatomique est encore plus valorisée. Par une conséquence inéluctable, même si elle n'est pas voulue, la maladie sans lésion est considérée avec davantage de suspicion. Et plus l'imagerie devient performante, plus le doute grandit lorsqu'elle est négative. Aujourd'hui, le corps humain semble transparent au regard du médecin. Inévitablement une question se fait jour. Un corps sans lésion visible peut-il être le siège d'une maladie ? Question que la l'ANEC n'aurait sans doute pas acceptée mais qui semble de plus en plus fréquente, tant chez les malades perturbés par les examens normaux, que chez les médecins gênés par ces troubles fonctionnels si mystérieux, céphalées, vertiges, constipation, douleurs, etc. Limité, si l'on peut dire, aux données cliniques, le diagnostic repose alors sur la collection de symptômes obtenus par un interrogatoire minutieux, réduit à une somme de critères strictement définis et hiérarchisés. Rappelant les efforts des nosologistes du XVIIIe siècle, ces systèmes connaissent un grand succès, telle la classification internationale des céphalées, plusieurs fois révisée depuis sa création en 1989, établie pour identifier et distinguer des dizaines d'affections sans substratum pathologique. Pourtant, il est remarquable de voir la résistance de certains malades à accepter la normalité des examens qu'ils ont passés. Certains migraineux refusent que leur maux de tête si intense ne résulte pas d'une lésion cérébrale. Le succès de la méthode anatomo-clinique dans nos pays occidentaux est tel qu'elle est devenue un élément de la culture populaire, partagé par tous, le modèle explicatif unique de toutes les maladies. Cependant, la signification de la lésion anatomique est ambiguë. Elle est essentielle car elle permet d'établir l'unité de la maladie, au-delà de la diversité des présentations cliniques et des organes atteints. Le mot tuberculose est ainsi créé parce que les tubercules spécifiques de l'affection sont trouvés à l'autopsie dans des organes aussi variés que les poumons, les ganglions et les os,
dont les atteintes étaient jusque-là considérées comme des maladies distinctes, respectivement la phtisie, les écrouelles et la tumeur blanche des os. Alors que l'existence même des bactéries n'est pas soupçonnée, que le bacille responsable de l'affection ne sera découvert qu'à la fin du siècle, le tableau de la maladie tuberculeuse est parfaitement décrit. Mais Laennec lui-même modère la valeur de l'examen anatomo-pathologique. Il est également dangereux d'apporter à l'étude des affections locales une attention tellement exclusive qu'elle fasse perdre de vue la différence des causes dont elles peuvent dépendre. L'inconvénient est de faire souvent prendre l'effet pour la cause, et de faire tomber dans la faute plus grave encore de considérer comme identiques et de traiter par les mêmes moyens les maladies dans lesquelles les seules altérations visibles sont des lésions semblables sous le rapport anatomie. Par cette affirmation remarquable, l'auteur souligne l'importance du diagnostic étiologique, pourtant hors de portée de la médecine de son époque. Apparaît ainsi de manière aiguë une question fondamentale à laquelle la médecine la plus sûre d'elle-même, celle des affections organiques, se heurte encore aujourd'hui. Comment définir une maladie ? Grâce à nos méthodes d'imagerie performantes, nous sommes capables d'identifier des lésions de siège et de nature variée, souvent de très petite taille. Pourtant, comme Laennec, nous ignorons souvent leurs causes et les mécanismes qui favorisent ou limitent leur évolution. Combien de tumeurs découvertes fortuitement vont grossir au point d'être palpables ? Combien de rétrécissements artériels vont évoluer vers une occlusion et déclencher un infarctus ? Finalement, combien de ces lésions vont rendre la personne malade ? Alors que le plus souvent nous n'en savons rien, nous n'avons plus la prudence de Laennec. Notre médecine moderne est devenue caricaturale. Nous enlevons les tumeurs et corrigeons les rétrécissements artériels, au risque de confondre la lésion avec la maladie. Le rôle des agents étiologiques est oublié, la clinique est méprisée. Aucune lésion ne doit plus déformer le corps qui doit rester sans défaut. La méthode anatomo-clinique est appliquée victorieusement par Laennec et ses successeurs tout au long du XIXe et du XXe siècle. Devant un malade essoufflé, il devient possible par le seul examen clinique de distinguer la plupart des maladies pulmonaires et cardiaques. Les cliniciens décrivent une profusion de signes auxquels leur nom reste attaché. Certains, inconstants et peu spécifiques, tombent rapidement dans l'oubli. D'autres sont toujours enseignés, tels au stade initial de la pneumonie, une espèce de crépitation ou de râle léger, dont le bruit peut être comparé à celui du sel que l'on fait décrépiter en le chauffant dans une bassine. Ce râle que j'appelle râle crépitant est le signe pathognomonique du premier degré de la péripneumonie. Pathognomonique veut dire propre à la maladie et dont la constatation assure un diagnostic certain. Rien n'est venu contredire cette affirmation vieille de 2 siècles. Le diagnostic de pneumonie reste fondé sur l'auscultation, alors que la radiographie ne montre des lésions que plusieurs jours après le début des troubles. L'attribution de signes particuliers à l'atteinte du cœur ou des poumons permet l'individualisation des spécialités médicales au sein de ce que l'on appelle alors la médecine interne, étude des affections des organes profonds, par opposition aux maladies de la peau et des muqueuses, aux tumeurs visibles et palpables. En plus de la pneumologie et de la cardiologie, le développement de la neurologie à Paris à la fin du XIXe siècle procède entièrement de la méthode anatomo-clinique et aboutit à la description de nombreux tableaux cliniques d'une très grande précision, chacun attribué à des lésions de siège différents dans le système nerveux. La rigueur de la démarche permet même de décrire des voies anatomiques nouvelles et de confirmer chez l'homme les découvertes effectuées chez l'animal, quand elles ne les précèdent pas. Le concept de maladie locale, responsable des signes cliniques observés par le médecin, remplace donc celui de maladie générale, hérité de Galien, où les signes étaient interprétés comme la réaction de l'organisme à la maladie. Pourtant l'auscultation immédiate, faite en plaçant directement l'oreille sur la poitrine, remonte à l'Antiquité, mais elle fut négligée pendant des siècles. La percussion de la paroi thoracique, si utile au diagnostic des pleurésies, est décrite depuis le XVIIIe siècle, mais elle est complètement oubliée. Il a fallu une méthode d'examen plus performante, au moyen d'un instrument de fabrication artisanale, ce tube creux facilitant l'auscultation, et le génie d'un homme, pour conceptualiser la méthode anatomo-clinique. L'œuvre de Laennec est une révolution intellectuelle, où science et technique, balbutiantes, n'ont pas part. C'est une leçon à méditer, dans un siècle où la technique toute-puissante est présentée comme la condition préalable du progrès médical.
Après 2 siècles d'existence, le stéthoscope, seule innovation technique du XIXe siècle débutant, reste indispensable au diagnostic des affections pulmonaires et cardiaques et demeure l'emblème universel de la profession médicale. Le triomphe de la méthode anatomo-clinique n'est pourtant pas total. Les maladies de la peau sont le plus souvent les manifestations d'affections générales, souvent infectieuses. De même, les maladies des glandes sanguines, que l'on n'appelle pas encore endocrines, sont responsables de symptômes et signes variés, sans valeur localisatrice, consécutifs aux excès ou aux défauts des sécrétions hormonales. Ainsi en est-il de l'affection décrite en 1855 par l'anglais Addison, consécutive à la destruction des glandes surrénales, caractérisée par une fatigue, un amaigrissement et une coloration brune de la peau. Mais la limite presque infranchissable de la méthode anatomo-clinique est le diagnostic de l'aliénation mentale, où l'examen du cerveau est le plus souvent normal. La réussite initiale d'Antoine Laurent Bell, décrivant la méningite chronique responsable de la paralysie générale, n'a pas connu de suite. L'affection, caractérisée par une exaltation de l'humeur, un délire avec des idées de grandeur et des perturbations du jugement, s'accompagne de troubles de la parole, de difficultés à la marche, de gâtisme, qui la distinguent nettement des maladies mentales stricto sensu. De même, l'épilepsie, la chorée et la maladie de Parkinson sont exclus du champ des névroses, terme qui désignait encore au début du siècle toutes les affections du cerveau. Ainsi s'amorce le lent mouvement qui conduira dans les années 1960 à la séparation complète de la neurologie et de la psychiatrie, dont l'enseignement et la pratique sont désormais distincts. Au sein du champ très vaste de l'aliénation mentale, l'individualisation de l'idiotie, de la démence, de la manie ou de la mélancolie s'effectue tout au long du siècle. Contrairement aux maladies précédentes, leur explication par des lésions anatomiques est rare. Il n'empêche, maintenant que le cerveau lui-même peut être observé, la tentation est forte de tout subordonner à la nouvelle méthode anatomo-clinique, au risque de nier l'organicité de la maladie si celle-ci s'avère défaillante. D'ailleurs, s'il n'existe pas de lésion cérébrale, peut-on encore parler de maladie ? Ne s'agit-il pas plutôt de difficultés d'adaptation à l'environnement, de perturbations des relations sociales ? Et cette inadaptation au monde moderne, n'est-elle pas le signe d'une sensibilité excessive de l'individu ? C'est ainsi que ressurgit l'ancien thème des rapports entre la mélancolie et le génie, entre la folie et la raison, qu'écrivains et poètes romantiques ont célébré dans des variations infinies tout au long du siècle. Jamais quand à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois je croyais ma force et mon activité doublées. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinis. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus ? Prendre l'expression artistique pour le reflet de la folie, et non l'acte d'un sujet libre serait confondre le génie d'un auteur avec les manifestations grossières du désordre mental. Considérer la personnalité comme pathologique ou prémorbide, c'est réduire le sujet à sa maladie. Prendre en compte le moi profond, et la liberté du sujet reste le défi de la psychiatrie, aujourd'hui comme à l'époque romantique. Le soleil noir de la mélancolie continue d'inspirer les poètes, et garde, au-delà des simplifications outrancières de la nosologie, tout son pouvoir de fascination. Virchow et la théorie cellulaire. Parallèlement à la mise au point de la méthode anatomo-clinique, le début du XIXe siècle voit paraître le traité des membranes où Xavier Bichat décrit les différents tissus constituant les organes du corps humain. Pour son auteur, dont l'abord de la pathologie reste macroscopique, l'élément dernier dans l'ordre anatomique, c'est ce que le scalpel permet de dissocier et séparer. Le tissu est l'étoffe dans laquelle le vivant est taillé, image suffisante de la continuité du fait vital. C'est dire que la pensée de Bichat reste influencée par le vitalisme du XVIIIe siècle. Comme anatomiste, il ne saurait faire tenir dans des éléments supposés du vivant ce qu'il considère comme une qualité de la totalité de cet être. En effet, dans le débat sur la constitution des corps vivants, deux représentations philosophiques s'affrontent désormais. Soit une substance plastique fondamentale continue, soit une composition de parties, d'atomes organisés ou de grains de vie. À l'évidence, l'œuvre de Bichat appartient à la première tendance. Les médecins allemands, quant à eux, privilégient une approche appuyée sur les avancées de la technique,
qui permet l'examen détaillé des structures élémentaires du vivant, les cellules. La notion de cellule est ancienne. C'est au XVIIe siècle que remontent les premières observations de la structure des plantes au moyen du microscope. On peut trouver le pressentiment d'une théorie cellulaire dans l'œuvre du naturaliste Buffon au XVIIIe siècle, pour qui les animaux et les plantes sont constitués de l'assemblage de corps organiques semblables. Il a fallu attendre la mise au point de microscopes performants, entre 1820 et 1830, pour que les constituants élémentaires des tissus humains puissent être analysés avec précision. En 1839, Schwann est le premier à affirmer que tout organisme vivant est composé de cellules. En 1855, Rudolf Virchow reprend la formule qu'il complète d'une deuxième: toute cellule provient d'une cellule. La théorie cellulaire est née. Pour autant, comme le fait remarquer Georges Canguilhem, les affirmations de Virchow ne découlent pas de ses observations. Le microscope est plutôt le prolongement de l'intelligence que le prolongement de la vue. Tout au plus permet-il, dans une certaine mesure, de vérifier les conceptions du pathologiste. La théorie cellulaire trouve son origine dans le courant de pensée scientifique, qui par analogie avec la physique corpusculaire de Newton, tendait à considérer que les organismes vivants résultaient de la composition de parties d'atomes vivants, comme le dira Claude Bernard, et non d'un protoplasme nutritif, d'un fluide vital, eau écumante d'où émergea Vénus, comme le soutenaient les vitalistes. En faisant de la cellule l'élément de base de tous les organismes animaux et végétaux, Virchow procède à l'unification du vivant. Chaque organe est constitué par l'agencement de différents tissus spécialisés. Chaque tissu est constitué de cellules différenciées où s'intègrent les phénomènes physico-chimiques que l'on commence à découvrir, comme l'action d'un médicament ou les effets de la stimulation électrique par exemple. Chaque cellule interagit avec son environnement immédiat. Les autres cellules, les vaisseaux, les nerfs, les fibres conjonctives. Tous les produits de sécrétion, salive, suc gastrique, suc pancréatique, etc., proviennent d'un type de cellule spécifique. Ainsi apparaît le concept d'un milieu ambiant, engendré par les cellules elles-mêmes et influençant en retour leur fonctionnement, milieu auquel on attribue une fonction stabilisatrice face à un environnement extérieur changeant, et qui sera l'objet des recherches de Claude Bernard, le créateur du concept de milieu intérieur. La théorie cellulaire permet ainsi d'unifier étroitement l'anatomie, la physiologie et la chimie. L'organisme n'est qu'un tout dérivé, résultant d'une association de cellules structurellement et fonctionnellement diversifiées. La force de la théorie cellulaire est de permettre un programme d'analyse conjointement physiologique, biochimique et morphologique sur les interrelations complexes de structures nucléaires et cytoplasmiques. Implicitement, elle repose sur le postulat que la physiologie ne sera connue que par une étude approfondie de la plus petite structure analysable, la cellule. Au sein d'une œuvre immense, où brille l'identification des leucémies et la découverte des mécanismes des embolies et de la thrombose des vaisseaux pulmonaires, Virchow poursuit méthodiquement un but précis: instaurer une véritable physiologie pathologique. Ainsi décrit-il les anomalies morphologiques caractéristiques des tumeurs, au sein desquelles sont bientôt distinguées inflammation, tumeurs bénignes et malignes. Ce faisant, l'essence de la maladie est ramenée aux caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de la cellule. La distinction du normal et du pathologique se fait désormais à l'aide du microscope. Ce principe repose sur une conception analytique de la maladie, qui n'est plus comprise comme une rupture de l'équilibre entre l'organisme et son environnement. La médecine galénique est définitivement défaite. La théorie cellulaire est renforcée par les avancées de l'embryologie. Les 3 feuillets embryonnaires sont identifiés et la mise en place des différents tissus dans l'œuf peut être observée. À la fin du siècle sont décrits les mécanismes de la division cellulaire, la mitose, et ceux de la reproduction, la méiose. Une étape supplémentaire vers l'infinime petit sera franchie au XXe siècle, lorsque seront découvertes les anomalies des voies métaboliques, puis des gènes, expliquant de nombreuses maladies, conduisant à parler de pathologie moléculaire. Toute la médecine moderne est issue du mouvement initié par Virchow, même si le XXe siècle a remis en valeur les interactions entre cellules et l'action des nombreux produits de sécrétion cellulaire sur des cibles situées à distance, donnant ainsi une image plus complexe de l'organisme, dont la physiologie n'est pas limitée à l'agencement de centaines de types cellulaires différents.
Ces changements d'échelle successifs dans l'analyse des processus de la maladie complexifient son approche diagnostique et comportent le risque évident de limiter celle-ci à la seule recherche de l'anomalie élémentaire la caractérisant, lésion tissulaire ou perturbation biologique. On reconnaît là l'erreur déjà dénoncée par l'ANEC sur la confusion entre le diagnostic lésionnel et le diagnostic étiologique de la maladie. Il y a plus, en négligeant les mécanismes associés modulant l'expression des anomalies cellulaires, le médecin perd de vue les inévitables variations des processus pathologiques et la diversité évolutive des maladies, les incertitudes du pronostic qui nuancent les décisions thérapeutiques. Contrairement à ce que les tenants de la médecine personnalisée veulent croire, la connaissance précise d'un mécanisme biologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.